Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce 178e briefing. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui on est au complet, même si on n'est pas tous ensemble dans la même salle. Donc, on salue le retour de notre directeur bien-aimé. Voilà, après tout, c'est le directeur général. Il y en a Directeur encore maréchal. maréchal, nous voilà. Exactement. Donc, on a Arnaud qui est présent à côté, et bien entendu Igor, et encore Parmont et Parvaux. Et, Qui est toujours en train de fêter la récente victoire du nouveau président argentin. Il a même appris quelques pas de danse qui font la joie du département gériatrie de voilà. la clinique Estrosi. Voilà. Ça s'est fêté à coups de tronçonneuse, qui a l'air d'être l'instrument préféré de ce nouveau président. Alors, sans coup férir, sans plus tarder, on va passer la parole à Arnaud qui va nous parler de politique intérieure, d'économie, toutes ces choses-là. Parce que 50 coups fait pleurer, mais 100 coups fait rire. Eh oui, exactement. Allez, Arnaud, nous t'écoutons. Eh bien, c'est une reprise sur les chapeaux de roue, comme on dit. Des nouvelles pas très réjouissantes, à vrai dire, un peu austères même, je dois l'admettre. Quelques chiffres d'économie pour commencer, avec Rosstat, l'agence russe, qui nous apprend que la croissance de la Russie au troisième trimestre a atteint 5,5% en glissement annuel, ce qui confirme la trajectoire que l'on évoquait ces dernières semaines, qui est celle, sur l'ensemble de l'année, d'une hausse du PIB de près de 3%. Autre chiffre, celui de l'inflation, qui accélère à nouveau. La semaine dernière, elle s'établissait en rythme annuel à 7,37 contre 6,69 à la fin du mois d'octobre, ce qui laisse entrevoir, selon certains analystes moscovites, une nouvelle hausse du taux directeur de la Banque centrale. Je rappelle que le 27 octobre, la Banque de Russie a relevé son taux directeur de 13 à 15 points. C'est beaucoup. Et cela suscite déjà certaines tensions, certaines polémiques, selon des clivages que l'on connaît bien, hein, entre les partisans d'une politique de relance plus ambitieuse sur le plan industriel et les monétaristes qui cherchent notamment à juguler l'inflation. En tout cas, 15 points, c'est déjà beaucoup. On a déjà des remontées de PME locales qui nous disent leurs difficultés à se financer. S'il devait y avoir de nouveaux relèvements de taux, ce serait encore plus compliqué, évidemment, pour les entreprises. La Commission européenne, qui a envoyé aux États membres une proposition relative à un 12e train de sanctions contre la Russie, 12e train dont on parle depuis déjà de nombreuses semaines. L'une des mesures, on le sait, viserait à interdire les importations de diamants. La Belgique, qui s'y est longtemps opposée, devrait le soutenir à condition qu'un système de traçabilité empêchant de contourner la place d'Anvers soit élaboré. Ça paraît compliqué en réalité. Aujourd'hui, les exportations russes vers l'UE ont pratiquement réduites à néant. Elles ont chuté de près de 80% cette année, les flux étant essentiellement redirigés vers l'Inde. Donc l'enjeu, il est aussi pour l'Inde. Est-ce que l'Inde acceptera euh, potentiellement de se voir privé de ce flux important en raison de sanctions européennes? On le verra. Quelques mots de Yukos et de l'affaire Yukos, qui est loin d'être terminée, avec deux décisions de justice aux États-Unis et à Londres qui vont dans le même sens et qui indiquent que la Russie, au terme de ces décisions, ne peut invoquer l'immunité de l'État pour se soustraire à une sentence arbitrale de près de 60 milliards de dollars dans un procès intenté par les anciens actionnaires de Yukos. Enfin, un événement important qui a eu lieu la semaine dernière, le 15 novembre, la rencontre entre Vladimir Poutine et les représentants du patronat russe, réunis sous l'égide du RSPP, une 80 hommes d'affaires de premier plan, semble-t-il, mais dont les identités n'ont pas été révélées pour ne pas les exposer à de nouvelles sanctions occidentales, même si la plupart d'entre eux sont probablement déjà sous sanctions. Deux sujets, d'après ce qui a filtré, ont été mis sur la table par le RSPP et la communauté d'affaires russe. Le premier, c'est celui de la stabilité fiscale.
Pourquoi? Parce que, on en a parlé ici, il y a eu ces derniers mois beaucoup de contributions exceptionnelles et donc non prévues, non budgétées. Donc les entreprises russes souhaitent avoir de la visibilité. Il n'est pas certain que le pouvoir russe lui souhaite le faire. Et l'autre sujet, qui concerne d'ailleurs aussi dans une certaine mesure les investisseurs étrangers, c'est celui des renationalisations, parfois rebaptisées déprivatisation en Russie. Euh, pour autant qu'on puisse le savoir, et Vladimir Poutine et ses ministres qui étaient présents lors de cette réunion se sont voulus rassurants, mais ce n'est pas la première fois qu'ils se veulent rassurants, et encore une fois, on voit passer des dossiers qui semblent plutôt indiquer que cette tendance se poursuit. J'en viens maintenant au dossier de politique intérieure, avec la démission de Vladimir Ourine, qui dirigeait le théâtre Bolchoï depuis 2013. Alors, aucune raison n'a été avancée, mais selon la rumeur moscovite, ce serait lié à ses prises de position contre l'opération militaire spéciale en Ukraine. Un sondage réalisé par l'Institut Russian Fields fin octobre qui porte sur l'attitude des Russes à l'égard de ceux qu'on appelle les relocants, les relocalisés, donc ces Russes qui ont quitté le territoire national après le 24 février. Eh bien, 43% des personnes interrogées se disent favorables à des mesures d'encouragement en vue de leur retour. 28% y sont opposés et 20%, tenez-vous bien, souhaitent leur interdire la possibilité de rentrer au pays. Un tribunal de Moscou qui a débouté Dmitri Muratov, rédacteur en chef de Novaya Gazeta et prix Nobel de la paix 2021, de sa demande d'exclusion de la liste des agents étrangers établie par le ministère de la Justice. Une déclaration qui fait couler beaucoup d'encre, on en parle à Moscou, c'est celle faite hier par Alexandre Bastrykine, qui est le chef du comité d'enquête, qui s'est dit favorable à l'inscription d'une idéologie d'État dans la constitution du pays. Il avait déjà fait ce type de déclaration il y a quelques semaines. C'est un sujet que l'on voit monter. Quelques heures plus tard, Dmitri Peskov, le porte-parole du président, a déclaré qu'il ne voyait pas la nécessité d'une telle démarche. Évidemment, il parlait au nom du président. Pour mémoire, la Constitution de 1993 stipule qu'il ne peut y avoir en Russie d'idéologie unique obligatoire, mais beaucoup estiment que c'était une autre époque et que cette disposition avait été inscrite en réaction à l'article 5 de la Constitution soviétique. Aujourd'hui, manifestement, ce cycle est en train de se clore et le débat sur l'idéologie d'État ressurgit. Enfin, une lecture, en tout cas pour ceux que ça intéresse, un rapport publié par Minchenko Consulting, c'est une structure d'analyse politique en Russie assez influente, dirigée par un politologue ayant pignon sur rue et qui livre son analyse de la scène politique russe à quelques mois de la présidentielle qui devrait avoir lieu le 17 mars 2024, c'est-à-dire 10 ans jour pour jour après l'annexion de la Crimée, ce qui est un symbole évidemment important. Que dit ce rapport? Il relève un contrôle presque total, je cite, du Kremlin sur la machine de mobilisation électorale. Il table par ailleurs sur un remaniement significatif du gouvernement fédéral, de l'administration présidentielle également au printemps prochain. Et au détour d'une phrase, il estime, et on verra si ça se confirme ou pas, que, je cite, de nouvelles décisions stratégiques liées tant à l'opération militaire spéciale qu'à la restructuration de l'économie pourraient être prises après le scrutin. Voilà ce que je pouvais dire, Président, sur la situation cette semaine. Merci beaucoup. Alors, avant de passer les paroles à Igor, j'ai deux questions qui nous viennent. La première, c'est sur les diamants. Quel impact réel aura l'interdiction d'importer en Union européenne des diamants russes, tant dans l'Union européenne qu'en Russie d'ailleurs? Les conséquences, c'est quelque chose d'important ou c'est anecdotique finalement? Non, c'est pas. Alors, d'abord, il faut rappeler que les exportations de diamants, c'est à peu près. D'abord, la Russie est le premier producteur de diamants. Elle exporte pour environ 4 milliards de dollars.
et que tout ça émane d'un groupe, Al-Rossa, un groupe public basé essentiellement en Yakoutie, qui est sous sanction et son ancien dirigeant est sous sanction. Donc c'est un groupe qui est déjà sous pression, mais qui, comme beaucoup d'autres en Russie, a ces derniers mois mis en place des stratégies d'adaptation, certains diront de contournement, et donc je mentionnais la place indienne où sont retraités les diamants bruts exportés par la Russie. La Russie, pour l'essentiel, exporte du diamant brut. Elle en utilise aussi beaucoup elle-même. Donc l'impact, on verra, dépend je dirais, des acteurs indiens, de la volonté des Européens, en tout cas des acteurs économiques, d'assurer ce suivi ou pas. La place d'Anvers, ça peut lui poser un vrai problème, hein. La Belgique est peut-être prête à sacrifier une partie de ces flux. Je ne sais pas si les acteurs eux-mêmes joueront le jeu. C'est une vraie question parce que c'est un marché très particulier. Alors, je ne suis pas un spécialiste du marché mondial des diamants, mais tout le monde s'accorde à dire que ce sont des circuits opaques, très particuliers, avec voilà. Donc, il y a, je pense que le risque, il est plus, je dirais, pour les Européens, pour les Belges, pour les industriels, pour l'équilibre du marché européen que pour Alrosa. Je pense qu'Alrosa trouvera des moyens de maintenir ses exportations. Envers et contre tout. Saluons ce mot d'esprit remarquable. Euh, Jaloux. il y a une autre question alors, qui est intéressante, c'est par rapport à ce législateur qui demande une retour à l'idéologie d'État. Donc j'imagine que s'il a une demande, c'est qu'il a une idée de quelle serait cette idéologie. Donc, quelles seraient les grandes lignes, le corpus de cette idéologie? Alors, ce n'est pas le législateur, c'est même peut-être plus inquiétant, c'est parce que le procureur en chef, alors pas tout à fait, c'est pas le procureur général, c'est le chef du comité d'enquête, M. Bastrikine, qui est un ancien camarade de classe de faculté de Vladimir Poutine. Ils ont étudié ensemble à la faculté de droit de Leningrad au début des années 70. Donc, ce n'est pas n'importe qui, mais ce n'est pas un législateur, mais c'est quelqu'un qui, euh, en tout cas, s'estime légitime pour participer au débat public sur ces sujets-là. Alors, il n'a pas précisé les contours de cette idéologie, mais on devine bien que ce n'est pas de libéralisme ou d'autres choses de ce genre-là. C'est évidemment autre chose. Alors, est-ce que c'est un écran de fumée? Est-ce que c'est... Bon, ça révèle quand même le fond de l'air là, à Moscou, avec des forces conservatrices très fortes et qui se sentent de plus en plus fortes, et donc qui mettre sur la table ce genre de choses qui sont anticonstitutionnelles, en réalité, euh, au- littéralement. Affaire à suivre, donc on va voir ça. Bien, maintenant nous allons passer la parole à Igor qui va lui nous parler de l'international essentiellement, la diplomatie, des nouveaux accords, des nouveaux présidents qui surgissent dans le monde. Voilà, nous t'écoutons. Merci, Président. Bonjour à tous. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par l'assistance militaire à l'Ukraine, avec deux visites importantes ces derniers jours à Kiev de deux chefs de la défense, l'un américain, l'autre allemand. D'abord l'américain, Lloyd Austin, un secrétaire à la défense des États-Unis, qui s'est donc rendu dans la capitale ukrainienne lundi pour rencontrer notamment son homologue, le nouveau ministre de la Défense ukrainien, M. Umerov, mais pas seulement. Alors, officiellement, l'objectif affiché de cette visite était de délivrer ce qu'on appelle un signal fort en soutien à l'Ukraine dans cette période de traversée quand même par plus en plus de doutes et de titres de la presse qui mettent en évidence ces doutes quand finalement, à l'issue de la contre-offensive, depuis l'interview de Zaloujny dont je vous ai parlé récemment, mais aussi pour délivrer, enfin, remettre à l'Ukraine un nouveau paquet d'aide militaire. Alors, 100 millions de dollars. C'est le plus bas, en tout cas, paquet d'aide militaire le moins important de tous les paquets, les cinquantaines de paquets maintenant d'aide militaire délivrés par les États-Unis à l'Ukraine depuis le 24 février. Cela dit, on retrouve dedans des systèmes HIMARS avec leurs munitions, on retrouve des systèmes anti-chars, des missiles Stinger, des mines antipersonnelles.
et encore d'autres systèmes d'armement, enfin notamment des munitions, mais pour un volume de 100 millions de dollars. Et quelques jours auparavant, M. John Kirby, qui est le conseiller spécial à la stratégie et à la communication du Conseil de sécurité fédéral, enfin américain, expliquait que 96% des fonds alloués par le Congrès au soutien à l'Ukraine avaient déjà été consommés et que c'est peut-être pour ça aussi qu'on était dans une logique, j'allais dire, de rationalisation et de volume des paquets d'aide militaire qui aujourd'hui se chiffrent à 100, 150 millions, 200 millions par paquet. On est loin des 800, 900, voire plus d'un milliard par paquet qu'on avait il y a encore quelques mois. Mais bon, ce sont des choses dont je vous ai parlé régulièrement ces dernières semaines et pour l'instant, eh bien, cette dynamique ne change pas puisque de toute façon, le débat budgétaire aux États-Unis est temporairement clos puisqu'il y a une nouvelle deadline, une date limite qui nous renvoie à janvier prochain pour statuer sur ce budget fédéral. Alors, cette visite de M. Lloyd Austin est intervenue à 3 jours d'un autre sommet, donc qui se déroule aujourd'hui probablement au moment où on parle, qui est celui de Rammstein, alors en sommet virtuel. Je le rappelle, c'est la rencontre du groupe de contact pour le soutien à l'Ukraine, qui rassemble une cinquantaine, soixantaine de pays qui aident militairement et financièrement l'Ukraine, donc qui se retrouvent aujourd'hui en sommet virtuel pour décider de la marche à suivre. Alors, c'est des rencontres qui se tiennent en gros tous les mois, hein. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur cette visite de Monsieur Lloyd Austin. Finalement, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Quels étaient les vrais objectifs de cette visite? Évidemment, on n'en sait pas grand-chose, mais parmi les rumeurs que j'ai relevées, il y a celle notamment assez insistante que finalement le secrétaire à la Défense est venu pour sentir le terrain, finalement comprendre où en est aujourd'hui l'armée ukrainienne, de quoi elle a vraiment besoin, rencontrer des militaires et des hauts gradés ukrainiens, parler avec eux, et pourquoi pas, hypothèse qui est soumise, réfléchir finalement à une nouvelle stratégie après l'échec de la contre-offensive ukrainienne avec tout le matériel qui a été livré, donné, offert, transféré à l'Ukraine et dont une grande partie a été évidemment détruit sur le champ de bataille. Le deuxième ministre, c'est M. Boris Pistorius, qui est donc le ministre de la Défense allemand, qui est arrivé mardi en visite inopinée à Kiev et qui, lui, est venu lui aussi, selon ses propos, apporter un signal fort de soutien à l'Ukraine, évidemment, mais aussi, il n'est pas venu les mains vides puisqu'il a officialisé l'octroi à l'Ukraine d'un nouveau paquet d'aide militaire allemand d'un montant de 1,3 milliard d'euros, qui porte notamment sur la défense antiaérienne, principalement. Mais les Allemands, jusqu'à présent, refusent de livrer les missiles longue portée que les Ukrainiens réclament depuis des mois, qui sont les missiles longue portée Taurus, l'équivalent des Scalp, si vous voulez, ou des Storm Shadow britanniques. Pour l'instant, l'Allemagne ne veut pas franchir ce pas. Alors, ce qui est frappant, c'est la différence 100 millions pour les États-Unis, 1,3 milliard pour l'Allemagne, de 13 fois plus, avec finalement un timing assez proche. Ils auraient presque pu se croiser, j'allais dire, à Kiev, ces deux ministres. Et là, les deux affirment vouloir envoyer un signal fort, évidemment, à l'Ukraine de son soutien, mais c'est aussi un signal, à mon avis, envoyé par l'Allemagne aux États-Unis pour dire, entre guillemets, ne nous lâchez pas, regardez, on peut mettre de l'argent, on peut mettre plus d'argent que vous sur, certes, un paquet d'aides militaires, mais quand même. Et au moment, une fois de plus, où les congressmen sont toujours en train de négocier ces futurs budgets et le montant probable de l'enveloppe de soutien accordée à l'Ukraine, eh bien, c'est peut-être un coup de pouce que les Allemands espèrent donner aussi à ceux qui, aux États-Unis, disent il faut tenir bon, il faut continuer de soutenir l'Ukraine. Bon, évidemment, personne ne s'y trompe, puisque même M. Borrell le rappelait la semaine dernière ou il y a quelques jours, si les Américains se retirent du dispositif, ou même si jamais ils diminuent leur soutien au dispositif, les Européens seront dans de très grandes difficultés pour combler le fossé. En fait, ils ne pourront probablement pas combler le fossé. Donc, évidemment que la période reste quand même très délicate de ce point de vue-là. L'autre nouvelle, toujours notre visiteur à Kiev, cette fois-ci, c'est la visite de Charles Michel, Monsieur Charles Michel, le président du Conseil européen, qui s'est rendu mardi dans la capitale ukrainienne pour les 10 ans de Maïdan, pour rencontrer évidemment M. Zelensky et pour discuter des perspectives finalement de l'agenda entre Bruxelles et Kiev, puisqu'il est question d'ouvrir des discussions en vue de l'adhésion de l'Ukraine. Il y a beaucoup d'informations ces derniers jours dans la presse, notamment dans Reuters, mais pas seulement, qui laissent entendre qu'il y a certains doutes quand même à Bruxelles quant à, j'allais dire, à la dynamique liées à ces discussions d'adhésion. Il y a des sources officielles qui ne sont pas citées, qui sont anonymes, mais qui sont rapportées notamment
par Reuters, mais pas seulement sur ce point de vue-là, qui font savoir que cette décision d'engager des discussions en vue de l'adhésion n'est pas certaine. En réalité, c'est une décision qui, pour l'instant, est plutôt menacée, qui n'a pas de consensus, et qui n'a pas de consensus non plus pour voter le prochain paquet de 50 milliards d'euros en vue de soutenir l'Ukraine. Alors, non pas sur 2024, mais ces 50 milliards, ils porteraient jusqu'à 2027 en réalité. Bon, apparemment, il y a quand même beaucoup de dissensions en interne, et pour l'instant, rien n'est certain de ce côté-là. Euh, j'ai relevé les déclarations de M. Grouchko, vice-ministre russe des Affaires étrangères, qui s'exprimait mercredi dans une interview accordée à Komsomolskaya Pravda, et qui a déclaré que la Russie, je cite, définira ses relations avec l'Europe après que les buts de l'opération spéciale auront été atteints, fin de citation. Mais selon le diplomate, ces relations reposeront sur les principes d'égalité, enfin de parité géopolitique d'une part, et d'autre part de prise en compte des intérêts légitimes. Sur ces deux points, il n'y a rien de très nouveau, c'est des choses qu'on entend en réalité depuis 15 ans au moins. La question de la parité géopolitique avec les États-Unis, avec les Européens, et le raisonnement finalement sur la base des intérêts et non pas sur la base de valeurs communes, partagées, etc. Ça, évidemment, c'est fini et c'est fini pour un moment. Deux mots du G20, puisque le président Poutine est intervenu au cours du sommet virtuel du G20 G20 qui, comme vous le savez, est présidé par l'Inde, dont on parlait juste avant, qui s'est donc tenu hier. Alors, en résumé, sur son discours, il a rappelé que la Russie n'avait jamais refusé de tenir des discussions de paix avec l'Ukraine, que tout ce qui se passait évidemment en Ukraine était une très grande tragédie, hein, ce sont ces termes. Et d'autre part, sur le chapitre des exportations de biens alimentaires, eh bien, il a rappelé que la Russie s'en tenait à ses obligations, remplissait ses obligations concernant les exportations alimentaires, notamment vers l'Afrique, et de préciser qu'au moment où il s'exprimait, des bateaux russes chargés de céréales s'apprêtaient à appareiller ou naviguer déjà vers les ports africains. La veille du G20, il s'exprimait dans une autre enceinte non moins importante, ou en tout cas tout aussi importante, celle des BRICS, puisqu'il y avait un sommet extraordinaire des BRICS qui se tenait la veille, dont l'objectif était d'évoquer la situation à Gaza. Et puis alors, parler des BRICS, justement l'Argentine, puisque finalement, quelles ont été les réactions en Russie, en tout cas celles qu'on a pu relever après l'élection de M. Javier Milei à la présidence du pays. Alors, j'ai relevé celle de l'ambassadeur de Russie à Buenos Aires, hein, qui s'exprimait sur Russia 24 et qui s'est dit préoccupé par l'avenir des relations économiques et commerciales entre la Russie et l'Argentine après l'élection donc, de M. Milei. Euh, un chiffre, en 2021, les deux pays ont eu des échanges commerciaux pour 1,4 milliard de dollars. Et en 2022, ces échanges commerciaux se sont effondrés de 30% en raison des sanctions qui ont été adoptées contre la Russie. L'autre hypothèse qui est évoquée, hein, c'est celle d'une sortie, en tout cas d'un renoncement, j'allais dire, de l'Argentine à l'adhésion au BRICS, hein, suite à l'élection donc, de M. Milei, puisque c'est une possibilité qui a été évoquée. Cela dit, lorsqu'on regarde sa campagne électorale, le thème de la Russie n'a été que effleuré, c'était clairement pas un thème dominant, donc c'est, je dirais, une affaire, vu le profil du personnage, je dirais que c'est une affaire à suivre. Et puis je vais terminer en un mot sur les Pays-Bas, puisque c'est l'actualité la plus récente, hein, avec la victoire de M. Wilders, excusez-moi, pour la prononciation, donc du parti d'extrême droite des Pays-Bas. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça nous renvoie finalement à la dernière visite de Zelensky aux Pays-Bas, c'était au mois de mai dernier, lors d'une tournée en Europe. M. Zelensky s'est rendu aux Pays-Bas, il s'est évidemment exprimé devant le Parlement, comme il le fait régulièrement. Et il y a quelque chose qui était mal passé, c'était la demande qu'il avait faite aux parlementaires hollandais de se recueillir, de saisir, j'allais dire, le jour de l'Holocauste aux Pays-Bas, hein, pour se recueillir aussi en mémoire des soldats ukrainiens. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait évidemment pas beaucoup plu dans l'hémicycle hollandais. D'ailleurs, M. Wilders, qui donc aujourd'hui vraisemblablement devrait diriger le gouvernement, avait boycotté le speech de Zelensky devant le Parlement, donc ce qui est a priori un signe annonciateur pas très positif pour le président ukrainien. Voilà, Gilles, ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup de ce résumé très complet de l'actualité mondiale, liée à la Russie en tout cas. Alors, on va finir avec une question, l'un de vous peut la prendre, elle est assez intéressante. Le texte de loi sur
l'interdiction dans l'espace public d'inscription en langue étrangère et en alphabet non cyrillique pourrait-elle aboutir? Pourrait-il, si c'est le texte? Et l'auditrice ou l'auditeur facétieux nous rajoute quid des Z et des V sur les affiches officielles et le matériel militaire. Il y a certains sujets avec lesquels il ne faut pas être facétieux. Celui-ci en fait partie. Pour ce qui est du projet de loi, bon, c'est dans l'air du temps et ça rejoint ce que je disais sur l'idéologie d'État. Tout ça s'inscrit dans le même faisceau finalement. Un peu populiste, dit patriotique. Euh, Est-ce que ça peut aboutir? Ça dépendra, je pense, de est-ce que c'est jugé opportun ou pas au Kremlin? Est-ce qu'il y a de la place dans l'agenda parlementaire? La mise en œuvre serait compliquée en réalité, parce que vous allez devoir changer beaucoup d'enseignes dans tout le pays, peut-être des conséquences juridiques aussi. Enfin, ça paraît, quand tu vois, si c'est vraiment mis en œuvre, très très lourd, très compliqué, alors que cette annonce se veut, je pense, plutôt politique, plutôt symbolique. Voilà, il s'agit de jeter un pavé dans la mare, mais euh, probablement sans s'interroger sur les conséquences très concrètes que ça pourrait avoir. Potentiellement, ça pourrait coûter très cher en réalité. Je peux rajouter un Et, point, Gilles, si tu me permets, pour continuer. Si l'idée sous-jacente, c'est de protéger la langue russe, en quelque sorte, hein, c'est probablement ça l'idée je suis pas certain que ça va. Enfin, ça peut avoir en réalité un effet pervers parce que le nombre d'enseignes que vous allez avoir en alphabet cyrillique, hein, donc qui sera autorisé, mais avec des anglicismes en cyrillique, je sais pas ce qui est le moins pire finalement entre les deux. Est-ce qu'il vaut mieux une affiche une publicitaire avec un terme en langue latine, en bon anglais ou en bon français ou en ce que vous voulez, ou alors une affiche où on a cyrillisé, je dirais, le terme et qui défigure complètement la langue. J'en sais rien. Il y a les points de vue des marketologues diront peut-être que c'est plus intéressant, les académiciens diront que c'est une horreur. À mon avis, ça va pas régler grand-chose. oui, puis il me semble qu'il y a une dizaine d'années de ça, il y avait déjà eu, mais je crois que c'est au niveau de Moscou seulement, une interdiction des enseignes hors cyrillique, mais donc finalement elles ont fait leur retour malgré tout. Et je pense qu'il y a une loi qui est tombée en désuétude aussi vite qu'elle a été promulguée. C'est Donc possible. voilà. Eh bien, écoutez, on va finir là-dessus. On se retrouve alors presque tous la semaine prochaine, pas tout à fait en réalité, puisque moi-même et Pavel ne seront pas là et nous confierons donc les clés de la boutique à Anne, qui va gentiment, encore une fois, faire la modération, calmer les ardeurs d'Arnaud et d'Igor. De sa voix caressante. Voilà. Et donc, et pour la semaine suivante d'ailleurs également. Donc, on la remercie par avance. Et je vous donne rendez-vous à tous jeudi prochain, donc pour un nouvel épisode de ce briefing. Comme toujours, la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.